Chapitre 10. Quand j'ouvris les yeux, ma première impression fut que je n'avais pas changé. Peut-être l'induction avait-elle échoué. Je me sentais la même. J'étais moi comme d'habitude. Il me traversa l'esprit que j'étais chanceuse de n'avoir pas dû payer cette intervention. Sinon je me serais sentie flouée. Je m'efforçai de remercier M. Firmin par politesse. Cet homme courtois m'avait donné de son temps, et même si cela n'avait abouti à rien, il était important d'être correct envers lui. Je pris congé et sortis dans la rue. Mes espoirs avaient été déçus, mais je n'avais que ce que je méritais et ne devais m'en prendre qu'à moi-même. Il n'était finalement pas très sérieux de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. C'était à moi, rien qu'à moi, de me prendre en main et de faire les efforts nécessaires pour redresser la situation. D'ailleurs, tandis que je traversais d'un pas décidé les rues du Vieux Lyon encombrées de touristes indolents, plein d'idées me venaient sur tout ce que l'on pouvait améliorer sur le bateau. Tout ce que je pouvais entreprendre pourrait faire évoluer les choses. Je pris soin de toutes les mémoriser et j'arrivai en vue du Pygmalion avec l'esprit une longue liste de tâches à accomplir. « Vous avez bien une petite pièce pour moi ?» Un clochard en guenilles interpellait de sa voix rauque un petit groupe de badauds qui prenaient des photos de la basilique de Fourvière depuis le quai. Il passait de l'un à l'autre en tendant sa casquette. Ma première réaction fut un agacement envers la société qui ne parvenait pas à intégrer tout le monde et laisser des gens sur la touche, obligés de dormir sous les ponts et de vivre de la mendicité. Si chacun y mettait du sien, on pourrait faire en sorte que ces gens-là puissent s'en sortir. « Ça va bien quelque chose, putain! Y a pas que des radins, hein ?» Sa vulgarité me choqua. Il ne fallait pas s'adresser aux gens comme ça. Je me devais de le lui dire. Comme il se tournait justement vers moi, je fis un pas dans sa direction. « Vous devriez faire un effort pour parler aux gens convenablement. » Comme il ne réagissait pas, j'ajoutai. « Tout le monde y gagnerait, vous le premier. » La tête inclinée en biais, il me lança un regard noir. « Que ça peut te foutre !» Son agressivité verbale heurtait mes valeurs. Mais je fis un effort pour passer outre et tenter de le raisonner. Je m'efforçai même de m'exprimer avec douceur. « Vous auriez plus de succès si vous parliez avec plus de respect pour les autres, vous comprenez ? On aurait plus de sympathie pour vous, et même envie de vous aider. » Il haussa les épaules, saisit le litron de rouge dont le goulot dépassait de sa poche et entreprit de boire à la bouteille. « L'alcool ne vous aidera pas non plus, monsieur. Vous devriez plutôt... »« Dégage ou je t'en colle une, d'accord ?» Je ressentis une vraie déception, puis fis demi-tour. Mais j'étais contrariée de renoncer. Tandis que je rejoignais le bateau, je réalisais subitement quelque chose d'incroyable et m'arrêtai net stupéfié. Mais je n'avais pas eu peur. Je n'avais ressenti aucune peur. Rien, malgré l'agressivité de cet ivrogne. Ni avant, ni pendant. À aucun moment, je ne m'étais senti en danger, ni même n'avais entrevu la possibilité d'un danger potentiel. En me concernant, c'était sidérant. Et ça signifiait clairement une chose, sans l'ombre d'un doute. C'était même une certitude, qui me tombait dessus comme une pluie d'orage inattendue. Ma personnalité avait changé. Ma personnalité avait changé. Oh, l'induction avait réussi. Ah, je n'en revenais pas. Je me sentis enthousiaste à cette idée, et mon enthousiasme s'accentua encore quand je réalisai une chose incroyable. J'étais par ailleurs toujours la même. J'étais et je restais moi-même, tout en étant libérée du fardeau de la peur, mon boulet depuis 32 ans. Un sentiment de liberté m'envahit. Je franchis la passerelle, le cœur léger. Je me sentis portée. Ma vie était en train de changer. J'allais même sauver mon emploi, réussir et surtout m'épanouir, savourer une existence jusque-là entravée par le carcan de mes doutes et de mes craintes. D'ailleurs, j'allais passer à l'action tout de suite sans attendre et prendre les choses en main, améliorer tout ce qui devait l'être, corriger les défauts de l'organisation, faire progresser toute l'équipe et moi-même travailler avec courage pour redresser la situation au plus vite. Il me restait 9 petits jours. En faisant de gros efforts, c'était jouable. Je m'appliquais à faire tout de même le tour de l'équipe, question d'éducation. Et cela me donna l'occasion de repérer une multitude de petits problèmes à corriger.
Des problèmes que, bizarrement, je n'avais jamais remarqués jusque-là. De petites choses, peut-être pas fondamentales, mais qui, bout à bout, s'accumulaient pour donner au client une impression désagréable d'amateurisme et conduire au déboire du restaurant. Tout allait changer. Je me mis au travail très vite, avec du cœur à l'ouvrage. Pour la première fois de ma carrière, j'agissais sans que mon action soit entravée par les mille et une questions que je me posais d'ordinaire sur toutes les conséquences envisageables de mes décisions, sur les réactions éventuelles de toutes les personnes concernées, sur les risques encourus et les dangers qui planaient. Ma seule préoccupation devenait désormais comment faire en sorte que les choses soient bien faites par moi et mon équipe. Beaucoup plus simple, bien moins de prise de tête. J'agissais et chaque petite tâche menée à bien, j'en ressentais la satisfaction du travail accompli. Je mis ainsi tous mes dossiers au carré, réalisant avoir jusqu'ici toujours affectionné l'ordre tout en produisant malgré moi du désordre. Je cessai aussi de reporter sans cesse les choses au lendemain et découvris la joie libératrice du passage à l'acte immédiat. L'action délivre la pensée quand ce qui est fait n'est plus à faire. La seule exception à cet état de grâce arriva au milieu de matinée, quand Charles vint me voir. « Sibylle, ça serait bien d'organiser une réunion avec toute l'équipe. Vous n'en faites jamais. Pourtant, ça permet de faire le point et de passer des messages. » C'est exact. J'étais contrariée, mais le reproche était mérité. Il fallait que je fasse une réunion au plus vite. Il le fallait. Pourtant, quelque chose me retenait, ce n'était pas la peur. En fait, n'ayant jamais animé de réunion, je ne savais pas comment m'y prendre pour le faire vraiment bien. Or, je me devais de le faire comme il faut, c'est important. Une nécessité. Je tardai donc à prévenir l'équipe, consacrant un certain temps à préparer mon intervention. Je finis par la programmer pour 18 heures, ce qui nous laissait du temps, avant le service du soir, et rédiger une affichette pour l'annoncer à tout le monde. Je me rendis en salle de pause pour la placarder. La vision de l'évier, débordant de tasses sales, m'irrita profondément. Jeff me regarda, son café à la main, punaisait l'affichette au tableau d'information, puis eut le culot de déposer tranquillement sous mes yeux sa propre tasse, sur la pile, sans aucune gêne. Je parvins à contenir l'agacement qui monta d'un coup en moi, pour rester calme et courtoise. « Tu devrais laver ta tasse après usage, sinon regarde, elle s'accumule, et on ne peut même plus accéder à l'évier. » C'est bien pour ça que je ne la lave pas. Je tentais d'être pédagogue. Si chacun lave sa tasse chaque fois, on n'aura plus ce problème, et ce sera plus simple pour tout le monde, tu comprends? Peut-être, mais là je peux pas accéder. Je vais quand même pas laver toute la pile. Il faut bien que quelqu'un prenne l'initiative. Sinon le problème ne sera jamais résolu. Ça va, te mets pas en colère. Oh, je suis pas en colère, Jeff. Bah si, ça se voit bien. Je veux juste que les choses s'améliorent. Tu veux quand même pas que je lave tout ça? Dit-il d'un air effaré. Je pense que ça serait bien que tu en laves au moins une partie. Et je vais faire passer le message que dorénavant, on ne doit jamais rien laisser dans l'évier. Je quittai la salle de pause, assez satisfaite de voir Jeff passer à l'action. Je tombai sur Bobby, un paquet de chips à la main, et la vision de ses vêtements tachés m'horripila. Son laisser-aller était un mauvais exemple pour tout le monde. Tu penses à mettre une chemise propre si tu dois traverser la salle de restaurant pendant le service, Bobby? Il me lança un regard aussi ahuri que si je lui avais parlé dans un dialecte somali. Pourquoi faire? Pour la bonne tenue de l'établissement. Elle est pas belle, ma chemise? Dit-il de sa voix traînante. Elle est toute tachée. Ah ouais. Puisque je te tiens, prends ta boîte à outils et viens avec moi. On va en finir avec cette porte des toilettes qui ferme mal. Ah zut, j'avais encore oublié. Je le précédai et en profitai pour lui montrer au passage quelques tables bancales du restaurant qui avaient besoin d'être calées autrement que par les petits bouts de carton pliés que les serveurs glissaient çà et là en réponse aux plaintes de clients. Tandis que nous passions devant le vieux piano, je lui montrai aussi le couvercle du clavier, sur lesquels les marques de doigts témoignaient de 30 ans de manipulation par les pianistes successifs.
Vois-tu, si tu trouves une peinture identique et repeins ce couvercle, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Quelques minutes plus tard, Bobby s'attelait à la porte des toilettes, pour ma plus grande satisfaction. Je croisai Jeff derrière son bar. Il ferait bien aussi de sécher son pantalon, dit-il à voix mi-basse en jetant son menton dans la direction de Bobby. Pourquoi dis-tu ça? T'as pas vu? L'entrejambe est trempée. Ah bon? J'étais surprise de ne pas m'en être rendu compte. Dès qu'il voit une jolie fille parmi les clients, il vient me piquer un glaçon pour se le mettre dans le slip, histoire de se calmer. Et il se mit à pouffer de rire comme un ado stupide. N'importe quoi. Jeff avait souvent un amour douteux, mais là, je n'avais jamais entendu pareille stupidité. Je lui rendis son sérieux en lui montrant de vilaines traces opaques à nettoyer sur le magnifique bar en cuivre. Il protesta qu'elle ne partait pas, et je dus lui emprunter son chiffon et le miroir pour lui montrer comment, avec un peu de volonté et d'huile de coude, on pouvait faire briller tout ça. Je fis couiner le cuivre en l'astiquant avec le produit à l'odeur piquante. Catel, qui passait par là, me regarda, mon chiffon à la main, et me lança un de ces regards condescendants dont elle avait le secret. Dans le passé, j'en aurais ressenti de la honte. Ce jour-là, sa suffisance ne m'atteignit pas. J'étais convaincue d'être dans le bien. Un manager doit savoir mettre la main à la pâte. Un quart d'heure plus tard, je retrouvais Catel entourée de tous ses serveurs. Elle les avait, comme chaque semaine, réunis pour une séance éclair de formation. Elle avait raison de faire ça, et je me devais de reconnaître son professionnalisme. Donc, poursuit-elle, sans prêter attention à ma présence, rappelez-vous comment vous pouvez vous y prendre pour faire monter l'addition. Son regard balayait l'assistance des serveurs. On sentait des effluves de rôti en provenance de la cuisine. Faut les pousser à prendre un dessert, dit Vanessa, une jeune serveuse. Ok, dit Catel. Mais comment tu fais s'ils n'ont plus assez faim? Je leur donne envie en leur décrivant les desserts de manière appétissante, dit Corentin. Corentin était le serveur obsédé par l'emplacement des couverts. S'ils n'ont plus faim, ça ne suffira pas, dit Catel. Une autre idée? Je leur dis que les autres clients ont adoré, dit Martin, un étudiant à temps partiel. C'est mieux, mais pas suffisant. Autre chose? Je souris en voyant Nathan assis dans un coin, qui se gardait bien de prendre la parole. Sa posture favorite était celle de l'observateur. Comme personne ne trouvait, Catel leur dit. Prenez les commandes de dessert en début de repas, quand ils sont affamés et ont les yeux plus gros que le ventre. Ah ouais, pas con, dit Martin. Donnez-moi d'autres idées pour accroître le chiffre. Faut éviter qu'ils se contentent d'une carafe d'eau, dit un serveur expérimenté. Ok, comment faites-vous? Je leur propose tout de suite une eau minérale. Oui, mais ils peuvent dire non, rétorqua Catel. De toute façon, ils peuvent toujours dire non, objecta Corentin. Il existe un moyen de leur compliquer la tâche, déclara Catel, avec un sourire légèrement pervers. Ça s'appelle la technique du choix illusoire. Les serveurs froncèrent les sourcils. Les gens, reprit Catel, aiment se sentir libres de choisir. Alors donnez-leur la liberté de choisir. Entre deux payantes. Vous préférez Evian ou Vittel? Vin rouge ou vin blanc? Vous verrez, c'est très efficace. Il y eut un moment de silence tandis que les serveurs notaient la technique. C'est pas honnête, dit subitement Corentin. J'étais d'accord avec lui. On pouvait donner envie aux clients de consommer plus. Le manipuler était une toute autre affaire. J'en toucherai un mot à Catel, mais plus tard, pour ne pas lui faire perdre la face devant l'équipe. En fait, elle formait ses serveurs à pratiquer, comme elle, l'entourloupe avec le sourire. Quand le client prend une carafe, répondit-elle à Corentin, il ne paye rien, alors qu'on doit la lui servir, puis laver les verres, laver la carafe, payer la facture d'eau. Tu trouves ça plus honnête? Elle avait une telle assurance que tout le monde se laissa convaincre. Je rejoignis mon bureau et entrepris de lister tous les couples reçus au mois de mai en vue de l'organisation de leur mariage. Tous avaient promis une réponse avant la fin du mois. Aucun n'avait tenu parole, ce qui était pour le moins correct.
Je les appelai tous un par un pour leur remémorer leur engagement. En vain. Les gens manquent de rigueur et ensuite incapables de reconnaître leurs manquements. Ils n'apprécient pas qu'on les rappelle à l'ordre. Étrange époque de laisser aller généraliser. Je pris un rapide déjeuner sur un plateau devant mes dossiers, léger en graisse pour ne pas m'assoupir en digérant, et sans dessert pour éviter l'épiglycémie ultérieure avec la baisse d'énergie associée. Ce jour-là, il y eut pendant le service un incident que Catel me demanda de résoudre. « Rodrigue dépend de toi. À toi jouer, dit-elle d'un ton suffisant. Je me rendis en salle pour recueillir la protestation d'un client. Mon assiette est quasiment vide. Faut pas exagérer quand même. Un filet de poisson, très fin, semblait en effet perdu au milieu de l'assiette, flottant dans la sauce. Aucun accompagnement. Je jetai un coup d'œil furtif à l'ardoise. Sol esselé. Rodrigue avait encore frappé. Notre chef est adepte de nouvelles cuisines, dis-je. Alors, pourquoi mon collègue, lui, c'est copieux, dit-il en désignant le convive qui lui faisait face. Au milieu d'une montagne de pommes rissolées, gisait un pavé de bœuf saignant, noyé dans une flaque de sang. Crime parfait, disait l'ardoise. Je vais voir le chef. Avec patience et pédagogie, j'obtins de Rodrigue une nouvelle assiette plus consistante. Je passai tout l'après-midi à continuer d'améliorer les choses sur le bateau, et au fur et à mesure, ma vision de ce qu'il convenait de faire et de ne pas faire se précisait, puis se cristallisait dans mon esprit, devenant une sorte de norme à atteindre, une norme à respecter. Cette norme s'imposait à moi, et par moi, elle devait s'imposer aux autres. C'était mon devoir, ma mission. Et plus elle revêtait de l'importance à mes yeux, plus ma conscience des anomalies s'aiguisait, tout écart me sautant aux yeux. Les défauts du bateau, de l'organisation, de chaque collaborateur et même des clients attiraient mon attention. Je me jugeais moi-même sévèrement, me reprochant mes propres insuffisances. Je tirais certes satisfaction de l'amélioration des choses, mais cette satisfaction était bien vite obérée par la perception de tout le reste qui devait aussi être amélioré. C'était comme dans un jeu vidéo. Dès qu'on a dégommé un assaillant, d'autres apparaissent instantanément sans fin. Tout était sujet à agacement. Le serveur qui accueillait les couples d'un « Bonsoir, monsieur, dame » des plus ordinaires, celui qui portait sa chemise ouverte sur sa toison de poêle, la serveuse qui répondait aux remerciements des clients en lâchant « De rien » d'un ton vulgaire au lieu d'un élégant « Je vous en prie ». Les tableaux qui se mettaient de travers sur les cloisons quand Marco manœuvrait le bateau avec trop de nervosité, les clients qui, en laissant leur veste sur le dossier de leur fauteuil au lieu de les confier au vestiaire, gâchaient l'unité visuelle du mobilier de la salle, la cliente au décolleté inconvenant, le regard lubrique de son voisin de table et celui bêtement fier de son compagnon, le monsieur qui, d'un revers de main, poussait les miettes de la table par terre, et celui qui renversait le contenu de son verre dans le pot de fleurs. La vieille dame qui s'adressait à moi, en saisissant mon bras d'une main tremblotante, alors qu'elle était en train de décortiquer ses crevettes, déposant sur ma veste blanche des taches odorantes. Le monde entier me semblait imparfait, et mon impuissance à corriger les imperfections du monde me plongeait progressivement dans l'amertume de l'insatisfaction. À 18h, j'animais comme prévu la réunion de toute l'équipe, et cela me sembla pesant. Manquant d'expérience dans ce domaine, je n'avais pas d'idée arrêtée de ce qu'il convenait de faire, de ce qui était une bonne réunion. Et la confiance en moi, que j'avais pu ressentir dans la journée, me faisait subitement défaut. J'avais envie de m'effacer, non par peur des autres, comme je l'avais connu dans le passé, mais par peur de faire des erreurs, de mal m'y prendre. Un sentiment diffus d'illégitimité. Le service du soir se déroula sans encombre, mais je restai très présente, m'efforçant de formuler des conseils plutôt que des reproches, dès que le manque de professionnalisme d'un collaborateur me donnait une bouffée d'agacement. Dans la soirée, Charles passa me voir dans mon bureau. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Les choses commencent à s'améliorer, mais il y a encore beaucoup de travail. » Il acquiesça en faisant la moue. «
Je crois que tu devrais aller de l'avant, dans une dynamique plus positive, pour entraîner l'équipe avec toi. Il me semble que c'est ce que j'ai passé la journée à faire. Il fit une grimace. Je crois que tu as surtout passé beaucoup de temps à régler des détails. Ce reproche me blessa profondément. Cela me semblait caricatural et injuste, et je me jugeais déjà tellement durement qu'en rajouter dépassait la limite du supportable. J'accusai le coup, puis décidai de passer en salle de pause récolter les messages de la boîte à paroles. L'équipe serait peut-être plus juste dans sa perception de mon action. Les petits papiers étaient plus nombreux qu'à l'accoutumée, signe que mes collaborateurs avaient perçu un changement. Je m'en félicitai. T'es trop rigide, décrispe-toi. Ah, enfin un peu de rigueur dans ce restaurant. Tu vires intolérante. Arrête de pinailler sur tout. Un peu coincé, non? Arrête de croire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, la tienne. Je me sentis blessée devant tant d'injustice. Je m'efforçais d'être sérieuse, et on interprétait mon sérieux en me voyant critique, chicaneuse et intolérante. Là, j'avais envie de pleurer. Dans l'évier, les tasses sales empilées semblaient désolées pour moi, des larmes de café séchées sur les bords. Je pris une profonde inspiration, mis les papiers à la corbeille et m'efforçai de me ressaisir. Songeuse, je traversai la grande salle où Jérémie égrenait ses dernières notes sur le clavier du Blunter devant une poignée de clients sur le départ. Jeff nettoyait ses verres et les rangeait. « Je t'offre quelque chose, Sibylle? Un petit verre pour te détendre avant de partir? » ?»« Non, merci. » Comment aurais-je pu me détendre alors qu'il restait tant à faire? L'idée de me laisser aller ainsi me répugna. Pourtant, Jérémie entamait un morceau de sa composition, comme il s'y autorisait en fin de soirée. Celui qu'il commençait à jouer était mon préféré. Un morceau émouvant et mélancolique qui chaque fois me troublait au point de me faire venir les larmes aux yeux. « Quel est son titre ?» lui avais-je un jour demandé. « Je ne lui en ai pas donné, » m'avait-il répondu, de sa voix grave et profonde, avec un irrésistible accent anglais. « Dommage, tu devrais. Tu l'aimes ? J'adore. » Il avait souri avant d'ajouter « Eh bien, je vais le rebaptiser. Sibyl's Reflections. » J'avais été émue qu'il me dédie cette musique que j'aimais. Je n'ignorais pas que Reflections avait un double sens. Réflexion et reflet. Mais je n'avais pas osé lui demander le pourquoi de ce choix. Avait-il perçu ma tendance à me perdre dans mes pensées? Ou avait-il voulu dire que sa musique était le reflet de mon âme d'artiste refoulé? « Tu es sûr que tu ne veux pas un verre ?» insista Jeff, en me voyant m'attarder. « Sûr, merci. » Je pris un temps pour me retirer dans mon bureau, attrapant au passage un carnet de notes dans le placard à fourniture. J'avais envie de coucher sur le papier mes impressions, de raconter ma séance avec Oscar Firmin, ou plutôt la partie dont je me souvenais, et aussi de décrire cette journée si particulière de ma nouvelle vie, si différente de tout ce que j'avais vécu jusque-là. J'éprouvais le besoin d'écrire tout ça, peut-être pour m'aider à le verbaliser, à en prendre pleinement conscience. En écrivant, l'évidence s'imposa progressivement à moi. Ma nouvelle personnalité n'était pas idéale, loin de là. Ce n'était pas comme ça que j'allais réussir ma mission, ni être enfin reconnue. Malgré la forme que j'y mettais, Rodrigue continuait de prendre la mouche à la moindre remarque. Marco résistait en gueulant. Jeff se dérobait à ses responsabilités. Les clients des mariages restaient indécis et au final, je dépensais un trésor d'énergie sans obtenir suffisamment de changements. J'avais beau me mettre en quatre, je ne tarderais pas à m'épuiser à la tâche sans réussir à sauver mon poste. Ce soir-là, je rentrais chez moi préoccupée. À la maison, je fus heureuse de retrouver Nathan. Mais la vision du désordre ambiant m'indisposa.
et je jetai mes dernières forces dans un coup de ménage salutaire. L'appartement enfin propre, j'eus la maigre satisfaction de ce devoir accompli. Je pris une douche rapide, à moitié froide comme d'habitude. Lors de ma dernière réclamation, l'odieux propriétaire avait trouvé le moyen de botter en touche pour ne pas réparer le chauffe-eau. Mais j'étais mal placé pour exiger de lui un respect de la réglementation, n'étant pas moi-même irréprochable. Le bail de l'appartement avait été établi au nom de mon ancien copain. C'est moi qui avais gardé le logement après notre séparation. Mais je n'avais pas eu la rigueur de mettre fin à jour le bail, me contentant d'en payer le loyer. Une fois au lit, Nathan se rapprocha de moi, et sa quête d'intimité me rassura un peu sur notre couple. Après cette journée épuisante, je n'avais guère envie de faire l'amour. Mais la vie ne pouvait pas être que rigueur et travail, je le savais bien. Il fallait aussi savoir se lâcher un peu, et c'est important d'avoir une vie sexuelle. Plus tard, quand Nathan, le visage zébré, de la lumière ambrée des réverbères filtrés par les persiennes, fut emporté dans le sommeil, je peinais à trouver le mien. Ma nouvelle vie ne me satisfaisait pas. Mes préoccupations tournaient en boucle dans mon esprit. Je passais les événements de ma journée en revue. J'essayais de comprendre ce à quoi j'étais confrontée. Comment pouvait-on tirer son épingle du jeu, s'épanouir, bien vivre et réussir malgré toutes les imperfections du monde? Et d'ailleurs, pourquoi le monde était-il aussi imparfait? Mon perfectionnisme déclenchait-il des forces cosmiques multipliant les imperfections autour de moi, ou simplement me donnait-il une conscience aiguë de choses qui passent inaperçues pour la plupart des gens? Tandis que mon jazz électrique égrenait les minutes, les quarts d'heure, puis les heures, au rythme de la respiration profonde de Nathan, je me rendis peu à peu à l'évidence. Si je m'étais libéré de la peur, un autre esclavage avait pris le relais pour entraver ma liberté. Je croyais depuis le matin que ma rigueur personnelle et ma quête de perfection allaient m'apporter la reconnaissance et la réussite. Je commençais à réaliser qu'elles m'emmenaient plutôt en enfer. Un enfer que je crée de mes propres mains.